Merci beaucoup Valérie pour cette intervention et j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Carole Davis-Filler, Thierry Déo et Emery Jacquilla pour aborder, je vous invite à monter, pour aborder le sujet des entreprises qui ont, comme vous le savez, comme nous le savons tous, un véritable impact très important sur les émissions de gaz à effet de serre, merci, les pollutions, la perte de biodiversité. Et pour compléter toutes ces informations que Valérie vient de nous donner, une étude dont j'ai eu l'information hier, faite par Accenture, annonce que sur toutes les entreprises qui ont pris des engagements pour être dans atteindre un niveau d'émission net zéro d'ici 2050 et qui sont cotées sur les principaux marchés européens, donc parmi celles-là, seuls 5% aujourd'hui sont en ligne pour atteindre ces objectifs. Donc le chemin qui reste à parcourir dans les entreprises, il est énorme. Et donc je vous remercie vraiment d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui pour nous partager à la fois vos expériences et à quel point non seulement l'implication d'un dirigeant est importante, mais aussi l'implication des collaborateurs. Parce que pour faire avancer une entreprise, pour faire évoluer une stratégie, l'implication des collaborateurs est nécessaire, que ce soit pour prendre le sujet à bras-le-corps appliqué, que ce soit pour challenger, aller plus loin, ou même pour lancer concrètement des actions très tangibles. Donc merci à vous. Et Carole Davis-Filler, alors Carole, tu as, il y a 2 ans, levé la main, pour reprendre ton expression, pour proposer des choses pour faire évoluer Accenture, où tu travailles. Et depuis ces 2 ans, aujourd'hui, tu es directrice Sustainability et Technologie pour la France et le Benelux. Donc merci d'être ici avec nous. Et moi, notre première question, c'est quel a été ton déclencheur et qu'est-ce que ça t'a amené à faire? Merci Gwenola, et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Très, très heureuse de vous avoir écouté, ma Sondel Mode, comme d'habitude. Je vous ai déjà dit, vous êtes ma rockstar. Je pense que dans la salle, je ne suis pas la seule à considérer ça. Donc merci beaucoup. Effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de membres de la Convention citoyenne pour le climat qui avaient dit qu'ils avaient reçu une claque en attendant les experts, les différents experts qui étaient venus. Et en fait, moi aussi, j'ai pris une claque, même si quand j'étais dans mon école d'ingénieur, j'avais choisi, il y a à peu près 30 ans, la spécialisation eau et environnement, c'était la mécanique des fluides. Donc il y avait quand même une graine dans mon esprit qui était liée à l'environnement. J'ai fait toute ma carrière dans la transformation numérique chez Accenture, des grandes entreprises. Et il se trouve que dans ma vie personnelle, je suis tombée sur la fresque du climat. Peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est un formidable outil en atelier de 2 heures, 3 heures pour vraiment visuellement découvrir, quand on n'a pas la chance d'écouter Valérie Masson-Delmotte, découvrir ça sous forme condensée. Donc si vous ne l'avez pas fait dans la salle, je vous invite à l'organiser dans votre entreprise. Et donc, quand j'ai fait cet atelier, j'ai pris une claque. Et je me suis dit, en fait, je fais partie, vous disiez, il y en a qui ont plus de leviers d'action que d'autres. Et j'ai senti très fort une responsabilité énorme. J'ai vraiment ressenti la boule au ventre de me dire, voilà, je suis un poste de direction dans mon entreprise, une entreprise qui conseille d'autres très grandes entreprises pour se transformer. Et puis, j'ai la responsabilité en tant que mère de famille de 4 enfants, tout simplement, à la maison. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Et moi, je suis plutôt du genre angoissée. Je pense que l'angoisse se noie dans l'action. En tout cas, c'est ma façon de la noyer à moi. Et donc, effectivement, je suis allée taper à des portes. J'ai essayé de regarder comment notre métier de la transformation des grandes entreprises et de la transformation numérique devait évoluer. Parce que le numérique, comme n'importe quel secteur, doit évoluer et a d'énormes impacts. On dit 4% d'impact des gaz à effet de serre, autant que le secteur aérien. Donc Greta Thunberg pourrait aussi dire arrêtez de prendre l'avion que arrêtez d'utiliser le numérique. Et on va sans doute faire ni l'un ni l'autre. Voilà, donc vraiment une claque ça m'a vraiment mis en mouvement. Et qu'est-ce que ça t'a amené à faire, du coup et du coup, en fait, j'ai proposé de créer l'équipe de transformation qui allie transformation durable et numérique. C'est-à-dire à la fois aller vers le numérique responsable
on lance tous, j'imagine, dans la salle des projets de numérique. Il faut les faire différemment. Il faut éco-concevoir nos services numériques. Donc, j'ai monté l'équipe qui s'est formée. On a un vivier incroyable avec l'INR, avec des groupes de travail qui peuvent facilement nous former. Donc voilà, le numérique responsable, comment est-ce que la migration vers le cloud, ça aide? Oui, mais dans quelles conditions? Voilà. Et puis d'un autre côté aussi, le levier, comment est-ce que le numérique peut être une partie de la solution aussi dans la transformation durable? Je donne un exemple, on a monté toute l'équipe qui aide les entreprises à piloter la performance carbone. Parce que vous savez tous que dans les entreprises, on est aux petits oignons à piloter au mois le mois la performance financière. C'est fantastique ce qu'on a pu imaginer comme sophistication fonctionnelle. On fait des simulations, des projections, des what if, machin. Mais alors là, sur l'impact carbone, on en est sur la feuille Excel à regarder dans le rétroviseur une fois par an pour le bilan annuel. Donc en fait, voilà, on a monté l'équipe pour se dire comment est-ce que le numérique peut être aussi moteur du changement en étant conscient de devoir réduire l'impact. Merci. Alors j'avais aussi compris que ça avait été un pari pour toi que de monter cette équipe, parce que ça n'avait pas été forcément évident au moment où tu as levé la main, pour reprendre ton expression. Ah oui, alors effectivement, ma boss m'a dit tout simplement, en gros, enfin c'est pas ces mots exactement, mais si tu veux t'amuser, vas-y. Si c'est un sujet, je vois bien que c'est un sujet qui te passionne, vas-y Carole, découvre, défriche, etc. Bon, dans une équipe, non, pas tout de suite, attends, essaye. Mais alors, je te préviens, sans doute, ça ne va pas te servir dans ta carrière. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit, texto, mais franchement, elle était... Voilà. Mais elle m'a laissé l'occasion de jouer, entre guillemets. Donc, il se trouve que depuis, c'est devenu cœur de stratégie pour Accenture, comme dans beaucoup d'entreprises, que maintenant, c'est bon, et je pense qu'on l'a vu quand même à la COP26, un des changements, c'est qu'il y a eu beaucoup de grandes entreprises qui sont mobilisées. C'est la première fois qu'il y avait autant de grandes entreprises à la COP26. Et donc, du coup... voilà, Accenture, comme beaucoup d'entreprises, non seulement ont mis des ambitions net zéro, et d'ailleurs on peut challenger, je suis sûre que vous nous diriez très bien que net zéro pour une entreprise, ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est le terme consacré, donc malheureusement on va rester là-dessus. Mais en tout cas, on a mis ça dans la stratégie, et c'est devenu cœur de stratégie d'Accenture. Julie Sweet, notre CEO, a mis ça vraiment à la fois pour changement interne, et comme cœur de stratégie pour que n'importe quel service Accenture qu'on délivre, on le délivre avec au cœur le Unity by Design. Donc je suis ravie d'avoir été promue. Là, j'ai appris la semaine dernière que je suis promue maintenant pour porter ce message-là, et je suis adjointe au niveau Europe et je participe à l'équipe globale. Tout ça parce que voilà, c'est parti, j'ai tapé à une porte et j'ai pris ce pari, et ma boss m'a dit « Vas-y, essaye ». Donc ça, c'est un super message, oui. C'est un super message pour tout le monde sur le fait que oui, c'est possible, et oui, allez-y, osez, prenez ce qui paraît un risque et qui peut se traduire comme concrètement contribuer fortement à faire évoluer une stratégie d'entreprise et même avoir une promotion pour l'avoir fait. Donc c'est super, bravo. Et qu'est-ce que, sur la base à la fois de cette expérience et d'autres expériences ou d'autres personnes chez Accenture qui ont à leur tour levé la main pour aller encore plus vite ou dans d'autres directions pour répondre aux enjeux, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur l'importance de comment accueillir ces collaborateurs et l'importance pour chacun des collaborateurs d'oser lever la main? Alors, je pense qu'effectivement, chaque action compte, et c'est vrai aussi en entreprise. Et donc, chaque bonne volonté compte. Et effectivement, il y a des gens formidables chez nous qui disent OK, voilà, on reste du climat. Moi, je me suis formée en entreprise, personnellement, et puis on va aider à mener des ateliers, etc. Ou au contraire, moi, je veux intégrer ça dans mon métier. Parce que là, l'enjeu, il est que ça ne soit plus le sujet d'une direction développement durable, même voilà, c'est transformation durable et numérique. On est une équipe, mais l'enjeu, c'est que ça soit le sujet de l'équipe finance, le sujet de l'équipe achat, le sujet, etc., dans chaque métier. Et donc, pour ça, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Et pour vous donner un autre exemple, Alexis Nicolas, qui fait partie d'Octotechnologie et du groupe Accenture, a témoigné, certains peut-être l'ont entendu, du fait que lui, il avait levé la main aussi et du coup fait le bilan carbone d'Octotechnologie, ce qui a induit aussi, nous, Accenture, on a fait notre bilan carbone, c'était fait au niveau global, scope 1, scope 2, mais on a fait scope 3 en France pour se saisir du sujet. Donc chaque bonne volonté. Après, il y a effectivement à organiser, et je reprends ce qui a été dit sur le côté de
nécessité d'organiser. Parce que, en fait, ces bonnes volontés, il faut qu'elles soient nourries et en raccord avec la stratégie de l'entreprise. Et puis qu'il faut qu'elles soient accueillies de la bonne façon pour ne pas être déçues. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous n'accueillez pas le fait de dire moi je veux être acteur mais dans mon métier et puis que ça ne va pas assez vite, vous pouvez avoir un collaborateur qui démissionne. Et moi je trouve ça très malheureux, en tout cas pour nos entreprises, de voir partir des gens qui sont convaincus. Enfin, on a de plus en plus de gens qui sont convaincus de l'urgence. Mais si tout le monde part des grandes entreprises, comment on va faire pour changer et des collectivités territoriales et des villes, etc. Donc surtout, il y a besoin de répondre une fois qu'on a senti qu'un individu était prêt à agir, était engagé, à organiser le fait qu'il soit réellement acteur. C'est un des challenges sur lequel, et donc nous on a organisé en core team, en réseau fédéré et en change mindset, en mindset shifters, à trois niveaux d'organisation. Voilà. Et ce que tu me partageais aussi, c'est que maintenant, vous formez les équipes en interne pour qu'elles puissent elles-mêmes accompagner mieux dans tous les projets auxquels vous répondez, pour mieux accompagner tous les clients. Donc, c'est vraiment aller au-delà de l'équipe en elle-même. Oui, alors Accenture, c'est 600 000 personnes dans le monde. Donc, on a un petit sujet, effectivement, pour faire en sorte de massifier la formation. Et même si la fresque du climat, on l'essaime en Europe, ça ne va pas suffire. Et donc, on a inventé un programme qui s'appelle le Sustainability Quotient. Vous connaissez le QI, le quotient émotionnel. Et il y a le quotient Sustainability, avec un programme de formation à la fois sur les impacts. Et puis après, qui va crescendo. C'est-à-dire, une fois qu'on a connu les impacts, c'est bien. Mais encore une fois, il faut être formé à son métier. Et pour le métier du numérique, ça veut dire formé à l'éco-conception des services numériques. Comme aussi, j'espère que tous les élèves ingénieurs de France vont le faire bientôt, parce qu'on recrute beaucoup et on voit que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Merci beaucoup, Carole, pour ce témoignage. Et donc, le message, c'est allez-y, osez. Oui, il y a plusieurs micros. Donc, Thierry Déo, vous êtes PDG, bonsoir, vous êtes PDG de Meridiam, qui est un fonds d'investissement indépendant qui investit dans des services publics essentiels, des énergies renouvelables et des transports durables. Et vous êtes aussi président de Finance for Tomorrow, qui est une association qui a pour vocation de mobiliser le plus largement possible pour développer une finance durable. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Et donc le groupe Meridiam est un groupe, votre fonds est un fonds engagé dans ses actions et dans ses investissements. Et vous avez concrétisé récemment un pas supplémentaire en devenant entreprise à mission. Et donc notre première question ce soir était la même que pour Carole. Qu'est-ce qui vous a, quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager? Et en quoi est-ce qu'aujourd'hui, l'engagement et la mobilisation de tous vos collaborateurs vous permet d'avancer plus vite, plus loin? C'est une question compliquée, puis je vais essayer d'y répondre avec plus d'enthousiasme encore. Celui-là, il marche, voilà, c'est bien. D'abord, j'ai pas eu de claque, donc c'est plutôt une angoisse montante et lancinante. Je crois que quand on travaille dans l'aménagement du territoire, ce que j'ai fait toute ma vie, et les infrastructures, finalement, le sujet climat est un sujet qui touche tous les jours, toutes les infrastructures, qui touche l'aménagement du territoire, qui touche la protection des populations les plus fragiles. C'est vrai qu'on soit en bord de mer, en bord de cours d'eau ou d'ailleurs, et comme on avait les bonnes habitudes de protéger les espèces animales, typiquement quand on faisait des infrastructures, ça c'est pour la petite anecdote, c'est quand même une prise de conscience qui date de très longtemps. Alors peut-être que la petite claque, c'était il y a peut-être 10-12 ans, quand on venait remporter un appel d'offres pour construire le tunnel de Miami avec une entreprise bien connue, avec un sigle orange. Et on s'est posé la question, puisqu'il y avait des floodgates qui pesaient 60 tonnes chacune pour fermer le tunnel, de quel calcul avait été fait pour la fréquence de fermeture des portes, parce qu'il y avait un risque d'inondation. Et puis on s'est rendu compte qu'à l'horizon de la fin du contrat, Miami serait peut-être sous l'eau et que les portes pourraient se fermer plusieurs
plusieurs fois par an, voire plusieurs dizaines de fois par an. Donc là, c'est devenu très concret parce qu'on s'est dit on va quand même pas mettre 500 millions là-dedans. Voilà, et donc c'est devenu un peu une lubie de ma part à chaque fois de justement essayer de façon prospective, voir, puisqu'on est des investisseurs de très long terme, voir si finalement les actifs dans lesquels on investissait auraient du sens pour les investisseurs et pour la planète dans 30, 40, 50 ans. Donc quand on est finalement dans les infrastructures et qu'on a ces visions de long terme, on se confronte quasiment automatiquement au sujet du climat. Et puis, lors de la COP21, ça a été l'occasion finalement de la première rencontre, je dirais, du monde de l'entreprise et de la finance avec le sujet climat, même si c'était encore timide par rapport à ce qui s'est passé à la COP26. Donc on avait proposé à la Fédération des assurances en France, et notamment avec l'aide de la CNP, de monter un fonds pour la transition écologique. Évidemment, à l'époque, c'était il n'y a pas très longtemps, mais on n'avait pas l'idée, la première idée des modèles économiques, ni des technologies, ni des types d'infrastructures qui pouvaient rentrer dans cette catégorie. Donc on a finalement les assureurs qui voulaient contribuer, puisqu'ils avaient entendu l'appel de la COP21, ont accepté de prendre un risque finalement de défricher un territoire inconnu ou très peu connu, parce que la transition écologique, c'est pas que les énergies renouvelables, heureusement. D'abord, il y a de nouvelles énergies renouvelables par rapport aux classiques, mais c'est aussi la gestion de la demande, c'est aussi l'électrification de la mobilité, c'est beaucoup de choses comme ça. Et donc, en 6 ans, on a pu défricher un certain nombre de modes d'investissement et de types d'infrastructures jusqu'à tout récemment boucler ce sujet de la centrale guyanaise à hydrogène par électrolyse photovoltaïque qui est une première mondiale, même si elle est toute petite. Donc on en profite pendant que personne d'autre n'en a construit une autre. mais en tout cas, ça a permis le risque pris et la prise de conscience de ces assureurs et de Meridiam à l'époque de défricher plein de choses. Donc on s'est transformé ensuite en société à mission, et c'était une volonté pas seulement de ma part, mais de l'ensemble des collaborateurs. En 2019, on était une des toutes premières, avec l'accord de Paris en filigrane et en prenant 5 axes stratégiques d'impact pour la société à mission, dont le climat comme axe principal. Et donc, on n'a pas été ambitieux en disant on va être net zéro en 2030, mais on s'est dit que déjà, on va essayer d'être aligné avec les 1,5 degrés de l'accord de Paris, mais pas seulement, parce que ce qu'on oublie souvent, et ça, c'est important pour la transformation de l'économie et de la société qu'on demande, c'est que les changements climatiques impliquent des changements sociétaux, des changements de comportement, et notamment l'accord de Paris a aussi les autres objectifs de développement durable. Il n'y a pas que le climat, c'est que le 13 finalement. Le climat, il y en a 16 autres. Et ça implique à la fois un développement économique durable, un développement des infrastructures de façon durable, des villes durables. Ça implique aussi un accès finalement à des possibilités économiques, de l'inclusion, la biodiversité et plein d'autres choses. Donc on a pu choisir avec les collaborateurs 5 axes ou 4 autres axes autour du climat, et ce qui a permis finalement dans un consensus d'arriver à la transformation en société à mission, au fait que tous les collaborateurs étaient volontaires pour avoir finalement dans leur rémunération et dans toute la structuration de nos fonds un alignement par rapport à ces objectifs. Donc si on n'arrive pas au bout de 10 ans à avoir des portefeuilles pour nos investisseurs qui soient alignés avec les 1,5 degrés, on est pénalisé. Mais c'est aussi tous les ans. Donc il y a à la fois des objectifs court terme, parce que l'action court terme mène quand même et influence beaucoup le long terme.
Et donc, l'importance de cet engagement pour les collaborateurs est totalement centrale dans la transformation que Meridiam a connue et dans la transformation que finalement nous imposons gentiment à la centaine d'investisseurs qui nous confient leur argent. Aujourd'hui, on gère 18 milliards d'euros et tous nos fonds sont dans cette logique d'alignement avec ces objectifs. Et finalement, tous nos investisseurs viennent nous demander comment on fait. Et on a pu, avec l'aide d'autres acteurs de la place, comme l'AFD ou la Banque Postale Asset Management, développer avec Carbone 4 une méthodologie particulière pour justement la mesure de nos émissions, mais aussi d'autres méthodologies, notamment pour les sujets d'impact sociétaux et économiques. Merci beaucoup pour cette réponse et puis pour cette démonstration supplémentaire que dès qu'une personne bouge, ça fait bouger tout un écosystème tout autour. Donc raison de plus pour y aller et pour oser. Et une autre chose qui nous tenait à cœur, c'était de savoir, alors d'une part, vous êtes un soutien d'Alumni for the Planet depuis le début, donc merci beaucoup pour ça. Et donc pourquoi ce choix de cœur de soutenir Alumni for the Planet et quel est le message que vous avez envie de passer ce soir en profitant et de vous ici et de vous derrière vos écrans pour tous les dirigeants et tous les collaborateurs à propos des enjeux et de l'engagement? Alors, le choix de cœur était assez, comme je le disais, avoir vécu toute ma vie dans les infrastructures et puis avoir été à l'école du développement durable qui est l'école des ponts, et Michel Salem qui m'a approché, je ne pouvais pas dire non. Donc ça a été assez naturel et instantané. C'est comme quand on est au ministère de la Transition écologique, on ne peut pas ne pas soutenir Alumni for the Planet. C'est un peu... C'est un peu automatique. Donc voilà, donc le choix de cœur, c'était aussi ça. Et puis, et je crois que à la fois dans les jeunes qu'on recrute, mais aussi dans les dirigeants actuels et futurs des sociétés, et c'est aussi là que Alumni for the Planet peut avoir un effet réseau. Il y a besoin de pas seulement d'une prise de conscience, parce que je crois qu'on a dépassé ce stade. Il y a besoin de solutions concrètes de comment on fait demain matin, et comment on agit de façon systématique et de façon intelligente avec des bonnes solutions. Et puis ça permet aussi de trouver d'autres solutions. Mais comment on peut simplement s'attaquer à ce problème. Et je crois que ça combat aussi l'anxiété climatique. De se dire il y a des solutions, je peux contribuer à mon niveau, et ça c'est très important, sinon ça devient un sujet tellement lointain que les gens se disent je peux rien faire moi à mon niveau. Donc c'est très très important le fait d'avoir ce réseau qui apporte, qui donne un accès finalement à la fois à la compréhension et à la solution. Merci beaucoup. Et un message plus général que vous auriez envie de faire passer? Non, mais mon message est assez simple, hein. C'est qu'en effet, il faut qu'Alumni for the Planet devienne une association mondiale, parce que je pense qu'il faut aller au-delà de la France, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et puis dans le reste de l'Europe assez rapidement pour toucher le plus de personnes possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage et ce partage. Emery, Emery Jacquia, tu es PDG de la CAMIF et tu es aussi président de la communauté des entreprises à mission. Et la CAMIF, qui est donc une entreprise qui vend de l'ameublement en ligne, est une des entreprises françaises qui est à la fois une des plus engagées et puis une des plus cohérentes en fait dans son chemin pour répondre le plus complètement possible aux enjeux. Donc déjà bravo à toi et bravo à vous tous pour ça. Et donc la question qui nous tenait à cœur ce soir, c'était ton engagement. Donc il est venu de la conscience des enjeux et de l'aventure humaine en fait que ça a créé quand vous vous êtes mis en mouvement à la CAMIF, et c'est ça qui t'a amené à aller encore plus loin avec la communauté des entreprises à mission. Donc qu'est-ce que, à travers
ton et votre expérience à la CAMIF et à travers tous les témoignages que tu as pu recevoir dans la communauté des entreprises à mission, en quoi est-ce que l'engagement de tous dans les organisations et les entreprises, quelle que soit leur taille, est essentiel pour avancer et réussir à répondre à hauteur des enjeux qui nous ont été présentés? Merci Gonala, bonsoir à toutes et à tous. Moi, mon chemin a commencé quand j'ai pris le TGV pour quitter Paris et aller m'installer à Niort, puisque c'était le berceau historique de la CAMIF, qui était une coopérative qui avait été créée en 1947 par des instituteurs pour se rééquiper et qui a fait faillite en 2008. J'étais convaincu qu'il y avait une place pour un acteur qui prône une consommation plus responsable et la production locale. C'est le choix qu'on a fait, de miser sur un modèle d'impact positif à Niort, sur le développement de la consommation responsable, le Made in France qui représente aujourd'hui 77% de notre chiffre d'affaires. Et ce projet a été évidemment un projet qui a bousculé complètement mon entreprise, parce que j'ai déménagé de Nanterre jusqu'à Niort, et puis ma famille, et tout ça, parce que c'est un engagement total. Et évidemment, toute cette transformation et la transformation des entreprises, elle se fait par l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes. Et j'ai très vite compris que pour avoir une chance de réussir dans ce projet de transformation de CAMIF, il fallait qu'on arrive à prouver dans tout ce que l'on allait faire l'impact positif de notre modèle, d'abord pour Niort, sur les enjeux sociaux, très concrètement, ouverture d'un centre de relations clients à Niort, c'était tout à fait contre la tendance d'aller toujours chercher moins cher plus loin. Et puis ouverture d'un centre logistique à Niort, enfin bref. Et puis également le réengagement de l'ensemble des parties prenantes et notamment des fournisseurs. Quand on a annoncé qu'on allait faire du Made in France, le fer de relance de CAMIF, ça a permis d'obtenir leur engagement et leur adhésion à un projet. Ce qu'on a fait, mettre en valeur les savoir-faire qu'on a encore la chance d'avoir en France, sur notre territoire, et miser sur ce Made in France très largement avant qu'on ait un ministre qui porte la marinière et avant qu'il y ait un slip français. C'était même totalement ringard, pour tout dire, le Made in France en 2009. Et puis, notre prise de conscience, elle s'est accélérée en 2013 avec deux rencontres. Celle d'un des tout premiers fonds d'impact qui est rentré dans notre capital pour accélérer la transformation de l'offre et de la clientèle. Aujourd'hui, 80% de nos clients ne sont pas les anciens instit à la retraite, mais sont des gens comme vous et moi, actifs et activement engagés dans la consommation responsable. Et puis, la rencontre de chercheurs. Alors donc, ça nous a obligés à structurer notre démarche d'impact. Et puis la rencontre de chercheurs de l'école des mines, Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel, qui avaient, eux, théorisé au moment de la crise financière de 2008 sur la société à objet social étendu, convaincus que l'entreprise ne peut pas se limiter à être juste une boîte à partager de profit et qu'elle a un vrai rôle, une vraie utilité dans la société, qu'on a un peu oublié ça. Et moi, leurs travaux m'ont inspiré, donc on a fait un peu le cas d'école de l'école des mines avec Blanche et Armand, en constituant un petit groupe de travail, avec des collaborateurs, mais aussi avec des parties prenantes, des fournisseurs, pour réfléchir à une question, au fond, existentielle. À quoi on sert? Quelle est notre raison d'être? Alors, on a beaucoup réfléchi, on a mis 2 ans et demi pour sortir les 2 phrases qui sont constitutives de notre raison d'être. Non pas que nous ne sommes pas très efficaces à la CAMIF, mais nous avons interrogé largement des clients, des collaborateurs, des acteurs du territoire, des fournisseurs, en leur posant la question pourquoi on existe, à quoi on vous sert au fond. Et cette démarche très collaborative a été le premier temps de l'engagement finalement, parce que ce chemin de l'entreprise à mission, c'est un chemin qui prend du temps, et c'est le chemin qui transforme. On a inscrit dans nos statuts notre mission en 2017, et on a traduit cette raison d'être, proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation, parce qu'on est convaincu qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il y a une nouvelle économie à mettre en place et que c'est à nous de le faire, nous les entreprises. Et c'est la traduction, c'est à la fois l'inscription dans les statuts qui a permis d'avoir l'alignement de l'ensemble des actionnaires, des fonds d'investissement qui nous avaient soutenus en 2009-2013, et également la traduction de la raison d'être en objectifs de mission qui ont vraiment contribué à accélérer la transformation du modèle CAMIF. On a 5 objectifs de mission. Le premier, c'est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. 2 semaines après l'inscription dans les statuts, avec nos collaborateurs, on décide, c'était en novembre 2017, de fermer notre site pour boycotter le Black Friday. Geste fort, et avec une forte injonction contradictoire entre le modèle économique d'une part et l'exigence de faire du profit, et en même temps, la mission, qui est désormais inscrite dans nos statuts,
sensibiliser à la consommation responsable. On a fait le choix de miser sur ce jour-là pour faire passer notre message. Oui, on peut consommer moins, et oui, on peut consommer mieux. Et c'est le message qu'on a souhaité faire passer. Alors, on l'a réitéré. La beauté de la chose, c'est qu'un an après, on a fait un petit sondage auprès de nos clients. 80% de nos clients nous ont dit fermez votre site, c'est pour ça qu'on vient chez Camif, en fait. Donc, génial. Et puis, la fierté, c'est que l'année dernière, il y a eu 1000 sites e-commerce qui ont boycotté le Black Friday sans aller jusqu'à fermer. Et puis, ça ne nous a pas empêché l'année dernière, lors de la crise Covid, de faire 44% de croissance. Ça a été une preuve pour nous que le renoncement, qui est à opérer dans toute entreprise à mission, on commence par renoncer à un certain nombre d'activités qui ne sont plus alignées. Le renoncement d'aujourd'hui, c'est le profit de demain. Parce que ce renoncement a renforcé l'engagement des collaborateurs, la fierté d'appartenance, la clarté de la marque. On est la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison sur la consommation responsable, ça a de la valeur, et ça se traduit, pas toujours tout de suite, il faut être un peu patient, mais je pense que c'est aussi l'enjeu clé, même s'il y a une urgence à agir, et il faut prendre le temps de faire cette transformation profonde de nos modèles, et elles sont passionnantes ces transformations, mais au bout du compte, il y a de la performance économique. Deuxième objectif de mission, faire de l'économie circulaire notre standard. Ça nous oblige à revoir en 2017 les 21 000 références du catalogue Camif et de voir comment elles sont fabriquées, par qui, d'où, quels sont les composants, comment on peut utiliser davantage de composants issus du recyclage, et on lance des projets de développement d'offres totalement innovantes sur l'économie circulaire, où on implique là aussi les collaborateurs qui sont en train de changer de métier. On est en train de passer du métier historique de distributeur à la Camif, où nos chefs de produits font un travail de sélection de l'offre sur des critères locaux, durables, responsables, à un métier d'éditeur où on développe nos propres collections. Alors ça, c'est chouette. On a sorti par exemple un matelas il y a quelques semaines, qui est le matelas Timothée, qui est le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Donc on travaille avec une structure qui fait du recyclage de vieux matelas. On a mis au point, ça a été 4 ans de R&D, un bloc de mousse entièrement fabriqué à partir des matelas recyclés, et on a fait fabriquer et assembler le matelas à Niort par un fabricant avec lequel on travaille. Donc ça illustre bien que quand on met au cœur de sa mission, au cœur de son projet, au cœur de son modèle économique, une mission avec des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux qui sont singuliers à chaque entreprise et qui sont au fond le territoire d'impact de l'entreprise, ça se transforme en un levier formidable d'engagement des collaborateurs, parce que les mieux placés, il faut se le dire, pour transformer nos entreprises, c'est les collaborateurs, personne d'autre. C'est un levier d'innovation. Pour nous, ça a été le cas avec les produits issus de ce processus d'économie circulaire. Et ça nous protège, et c'est un levier de performance. Ça protège par exemple nos marges. On est moins exposé à la concurrence. Quand on est dans le e-commerce, je ne vous fais pas de dessin, vous avez un petit libraire américain qui a mal tourné, un gros chinois qui... Bref, et si on est là encore, c'est que justement les gens viennent chez Camif pour autre chose. Et donc cette performance économique, c'est évidemment la clé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte de la puissance de ce modèle de l'entreprise à mission, et on a souhaité le partager. C'est pour ça qu'on a créé en 2018 l'association de la communauté des entreprises à mission, qui offre un cadre de partage aux dirigeants qui souhaitent rendre leur entreprise plus contributive et qui vont aller cheminer sur ce chemin de à la fois redéfinir la mission de l'entreprise, sa raison d'être, ses objectifs de mission, son champ d'impact, faire évoluer la gouvernance de l'entreprise avec le comité de mission, et puis continuer d'enrichir ce modèle, parce qu'on est convaincu que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Il faut l'activer. Et le cadre qui a été défini par la loi Pacte, parce que la chance inouïe qu'on a eue, c'est que derrière la création de l'association, un an plus tard, il y a la loi Pacte et il y a le cadre volontaire de la société à mission, qui est un cadre extrêmement structurant, qui est aujourd'hui, dont en fait 300 dirigeants s'en sont saisis, puisqu'il y a aujourd'hui 300 sociétés à mission. On a lancé un observatoire des sociétés à mission. Tous les mois, ça progresse. C'est 4 fois plus que l'année dernière à la même époque. Donc, c'est plutôt positif. Il y a une vraie dynamique. Et au fond, voilà, l'association a pour but de promouvoir ce modèle, le faire connaître aux dirigeants le fait qu'on peut réconcilier, c'est vraiment un message d'optimisme, impact sur des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et performance économique. Voilà. Et c'est comme ça qu'on croit qu'on peut changer le monde, que l'entreprise peut changer le monde. Et que vous êtes en chemin pour, en tout cas, toute...
Et alors, donc Emery, tu es aussi un de nos soutiens de la première heure, donc merci aussi pour ça. Et donc la même question que pour Thierry, qu'est-ce qui a créé cet élan du cœur pour dire oui? Et est-ce qu'il y a un message particulier ou redire quelque chose de très important pour... Ce qui me semble très important et partagé par tous, c'est qu'on a aujourd'hui pris conscience que le lien entre ce qu'on observe et ce que Valérie disait tout à l'heure sur les dérèglements climatiques et l'avenir et nos modes de vie sont directement liés. Et il n'y a plus tellement de climato-sceptiques, enfin on n'entend plus trop parler. Donc on a pris conscience de ce lien, maintenant il faut passer à l'action. Voilà. Et on est probablement la première génération à avoir pris conscience de ce lien, mais on est aussi la dernière génération à pouvoir agir avant que tout ça finalement nous échappe et que les effets du dérèglement deviennent assez catastrophiques pour nos enfants. Donc il faut faire le pari de l'amour. Si on aime notre planète, si on aime nos enfants, ben, il faut leur léguer un monde dans lequel c'est vivable. Et qui peut le faire? Ce n'est pas la génération qui aujourd'hui est encore à l'école et c'est très bien qu'il y ait des étudiants qui s'engagent, mais c'est nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui, qui sommes aux manettes aujourd'hui. Donc c'est notre responsabilité, et je trouve que c'est un chemin qui est juste passionnant, donc en plus c'est vraiment chouette de pouvoir le partager, de passer à l'action. Voilà. C'est pour ça que j'ai souhaité soutenir Alumni for the Planet dès la première heure. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous trois.